Bonjour tout le monde, je m'appelle Mélissa Généreux, je suis médecin spécialiste en santé publique et aussi professeure titulaire à la Faculté de médecine et des sciences de la santé à l'Université de Sherbrooke, donc j'œuvre principalement en Estrie. Puis on m'a demandé de vous parler un petit peu de ma perspective en matière de résilience communautaire et de santé mentale dans un contexte de crise sociale. Donc moi, de mon côté, je vous dirais que ça a vraiment commencé assez drastiquement dans la nuit du 5 au 6 juillet 2013, évidemment en lien avec la tragédie ferroviaire de Lac-Mégantic. Pourquoi? Parce que assez rapidement, avec mon chapeau de médecin en santé publique, ben, mon équipe et moi, on a constaté qu'il y avait certaines limites à l'approche, on va dire, plus traditionnelle de gestion de crise, l'approche plus top-down de sécurité civile, qui était tout à fait nécessaire. Là, on ne se méprendra pas là-dessus, mais nos observations sur le terrain dans les semaines qui ont suivi montraient qu'il semblait avoir des besoins non comblés en matière de santé mentale et que pour ça, on devait peut-être adopter des approches alternatives aux approches plus top-down. On a, premier réflexe, voulu engager notre approche un peu plus scientifique de recherche. Donc, on a documenté à l'aide d'enquêtes populationnelles pour mieux comprendre quels étaient les impacts psychosociaux. On a vu qu'il y avait des impacts assez préoccupants, puis on ne s'est pas gêné pour les diffuser largement à la population, pour que la population elle-même puisse reprendre un certain pouvoir puis comprendre ce qui lui arrive, mais aussi pour influencer les décideurs, pour qu'ils comprennent, les décideurs, que la communauté avait besoin de certains leviers pour être capable de se relever. On a organisé une journée de réflexion collective où on a invité des acteurs de la communauté, des représentants des citoyens, citoyennes, pour leur demander qu'est-ce qu'eux et elles voyaient comme piste de solution pour favoriser une meilleure santé mentale. C'est un peu à travers toutes ces démarches-là qu'on en est arrivé à obtenir un budget auprès du gouvernement pour mettre sur pied l'équipe qu'on appelle de proximité, qui est une équipe dédiée, psychosociale, à pied d'œuvre, à temps plein sur le terrain. Elle est toujours active d'ailleurs. Une équipe extraordinaire, à mon avis, que je pourrais décrire en disant qu'on mise sur la créativité. On est en écoute puis en réévaluation constante des besoins sur le terrain. Donc, évidemment, notre plan de travail est flexible. On se donne un espace de réflexion en équipe pour réévaluer ce qu'on doit faire ou cesser de faire. On essaie de s'ancrer avec une certaine rigueur scientifique sur les bonnes pratiques qui sont documentées ailleurs. Et nous aussi, on essaie de documenter ce qu'on fait, nos bons coups, nos moins bons coups, pour partager pour les autres communautés qui pourraient en bénéficier. Et là, à la suite de la tragédie, ben, j'ai vu qu'il y avait d'autres crises, pour ne pas nommer les feux de forêt de Fort McMurray en 2016, les grandes inondations printanières qu'on a connues au Québec en 2017, puis encore une fois en 2019. Et c'est comme là que j'ai réalisé que, outre le lac Mégantic, les crises allaient appeler à se multiplier, entre autres en raison de changements climatiques et de plein d'autres phénomènes davantage sociaux. Et c'est là que j'ai eu l'idée de prendre un projet de sabbatique pendant quelques mois où j'ai eu l'occasion de questionner des informateurs clés d'un petit peu partout sur la planète qui avaient tous et toutes en commun d'avoir eu à gérer eux-mêmes une crise de l'ampleur de celle de lac Mégantic. Et essentiellement, ce que je voulais leur demander à travers ces entrevues-là, c'est de voir est-ce qu'on gère bien les savoirs, autant les savoirs scientifiques que les savoirs qu'on peut plus qualifier de locaux, là, qui viennent des gens sur le terrain. Est-ce qu'on gère bien ces savoirs-là dans un contexte de crise? Est-ce qu'on utilise la bonne information au bon moment, avec les bonnes personnes, à la bonne place? La réponse, c'est oui, mais pas tout à fait. On a encore du chemin à faire et on a identifié ensemble, grâce aux entrevues, 6 grands facteurs de réussite que je vais rapidement vous partager, puis qui font aussi l'objet d'une publication là, que je pourrais rendre disponible plus tard. Donc, le premier facteur, c'est de justement passer d'une gouvernance qui est moins axée sur la gestion de la crise à une gouvernance qui est centrée sur la gestion des risques à court terme, moyen, long terme, des risques économiques, environnementaux, mais aussi sociaux et humains. Et c'est en adoptant une approche beaucoup plus holistique qu'on va être capable de travailler ensemble d'une façon fort différente et en utilisant des savoirs qui, eux aussi, sont un petit peu plus variés, une gamme plus étendue. Le deuxième facteur, c'est de favoriser plus de participation communautaire parce que ce sont les gens sur le terrain qui détiennent la connaissance locale qui est aussi précieuse que la connaissance scientifique. Et en plus, à connaître notre terrain, on connaît les forces, les atouts en place, puis on a bien plus de chances de produire des interventions qui sont efficaces. La troisième chose, c'est de tisser des liens sociaux. Donc oui, on peut faire des plans, des structures pour bien intervenir lors de crise, mais le facteur humain, le capital social, c'est ce qui
qui est le plus grand défi et c'est ce qui est aussi le plus grand facteur de succès derrière les interventions qui ont bien fonctionné avec la communauté. Le quatrième, c'est oui, de mettre des efforts pendant la crise aiguë, mais aussi en préparation à de tels événements et en rétablissement. Donc, trop souvent, même si ça fait partie de nos plans d'action, on agit, on donne tout ce qu'on a pendant un moment, puis après ça, on a ce que les intervenants appellent le disaster hangover. Les gens sont épuisés, ne veulent plus entendre parler de la crise et de toute façon, une autre crise survient tout de suite après. Donc, on est essoufflé et on n'a pas le temps vraiment de tirer des leçons, d'apprendre et d'éviter de réinventer la roue à chaque fois. Le cinquième élément qui est ressorti, c'est que on a beaucoup de connaissances, mais on doit davantage les mettre en pratique. On a plein d'experts, plein de scientifiques qui ont le goût, qui sont disponibles et qui ont un savoir à partager. Donc, comment on peut trouver des mécanismes pour plus intégrer ou briser les silos entre praticiens, décideurs, communautés et nos fameux chercheurs experts. Puis l'autre chose, c'est qu'on a plein d'informations, de connaissances qui sont déjà disponibles, mais souvent dans un format qui n'est pas assez digeste pour qu'il soit prêt à être utilisé facilement par les communautés en crise. Et le dernier point, le sixième, c'est que c'est bien beau tout ça, mais si on n'investit pas, on ne donne pas plus de capacité, autant au niveau capacité ressources humaines que financières, si on n'a pas d'équipe dédiée, si on n'a pas de formation, de capacité à agir, les 5 premiers aspects ou éléments que j'ai mis d'avant ne fonctionneront pas. Donc, tout ça pour dire que quand la pandémie est arrivée, j'avais un petit peu déjà en tête tous ces facteurs de réussite-là, mais évidemment, ça ne se travaille pas seul. C'est un des grands enjeux de société dont on parle. Mais moi, je trouve que la pandémie a quand même, à certains égards, s'est bien déroulée. Exemple, pour les chercheurs, rapidement, on a mis sur pied des fonds de recherche comme celui des IRSC. Nous, notre équipe, on a réussi à obtenir quand même un bon fonds de recherche dès mars 2020 pour être en mesure de documenter les impacts psychosociaux de la pandémie. Puis je sais qu'il y a plusieurs autres équipes qui ont fait des choses similaires. Et on a aussi vu, dans notre cas, par exemple, le gouvernement qui était prêt à recevoir certaines de ces informations-là et adapter certaines mesures. Dans le cas de nos données sur les impacts psychosociaux, mais aussi des apprentissages tirés de lac mégantic, quand on a combiné ça, bien, le gouvernement a choisi de mettre sur pied ce qu'on appelle maintenant le réseau des éclaireurs en santé psychologique, là, qui est fortement inspiré de l'approche de lac mégantic. Donc, je me dis, il y a quand même, ça donne espoir. Puis là, ben, maintenant, on est rendu dans cette après-pandémie-là où malheureusement, les crises sociales se succèdent, même que je dirais qu'elles se chevauchent, d'où le concept de polycrise. Mais en même temps, on n'a jamais eu autant la santé mentale et les mots résilience à l'agenda de nos décideurs, mais aussi des différents milieux, des différentes communautés. Donc, je pense sincèrement qu'il y a une opportunité à saisir ici. Puis, parlant d'opportunités, il y en a une immense, à mon avis, et pour ceux et celles qui n'en ont pas entendu parler de ce rapport-là, je vous invite à lire, c'est celui de Dr. Theresa Tam, qui est une administratrice en chef de la santé publique au Canada. Donc, elle, en 2023, elle a choisi son rapport annuel, elle a choisi le thème qui est celui de quelles sont les conditions favorables à la résilience des communautés dans un contexte d'urgence de santé publique. Ça, c'est en soi, le titre est très, très, très en lien avec le but ou les discussions de la journée. En gros, ce qu'elle nous dit, Dr. Tam, c'est que oui, la santé publique a un rôle de protéger les populations face aux menaces, mais elle doit aussi utiliser ses compétences en promotion de la santé qui sont tout aussi essentielles lors de crises, autant avant, pendant qu'après les crises. Qu'on parle de concepts de résilience, de recherche d'équité, de développement des communautés, de mobilisation citoyenne, de collaboration intersectorielle. Donc, tout ça là, doit vraiment refaire surface dans un contexte de crise. C'est autant, sinon plus important que les approches un peu plus, comme je disais tantôt, top-down de protection. Puis pour miser davantage sur la résilience communautaire, Dr. Tam appelle à plus de partenariats avec la communauté pour mieux comprendre leurs besoins, mieux comprendre leurs forces locales et par le fait même s'assurer que notre planification tienne compte du contexte local. Elle appelle aussi à plus de partage de pouvoir afin que les communautés puissent elles-mêmes déterminer quelles mesures pourraient renforcer leur bien-être en fonction de leurs propres priorités, un petit peu comme ce qu'on a pu faire à lac mégantic. Puis finalement, elle appelle à plus d'engagement communautaire, pardon, parce que c'est la seule façon de réellement intégrer les connaissances locales, mais aussi de développer, de maintenir un lien de confiance entre décideurs et acteurs de la communauté et de clarifier les rôles, puis donner un rôle, un certain pouvoir aux acteurs de la communauté.
Donc, j'espère que ça vous inspire tout autant que moi. Maintenant vient le temps pour vous de procéder aux séances. Donc, évidemment, je vous souhaite un bel exercice, des belles réflexions en équipe. Profitez de ces moments privilégiés-là pour laisser aller, vous aussi, votre créativité, votre sens de l'innovation, toujours au profit des communautés. Puis dites-vous que ce soit pour fédérer des initiatives existantes, que ce soit pour voir comment on peut mieux se les approprier, davantage les rendre accessibles à la population ou comment aussi on fait pour en mesurer l'efficacité. Toutes ces réflexions-là sont complètement essentielles pour que notre société soit davantage en mesure de faire face aux crises actuelles, mais aussi aux crises futures. Donc, vraiment, je vous souhaite un excellent travail ensemble.